Écoutez, bonjour à tous. Merci beaucoup de vous être connectés pour le premier webinaire qu'on lance cette année grâce au soutien du LABEX Les Passés dans le présent. Ce webinaire a pour contexte l'exposition Filmer les procès, un enjeu social qui a été ouverte aux Archives nationales en octobre 2020. Christian Delage et moi-même sommes commissaires de cette exposition, mais malheureusement nous n'avons plus pu faire que 15 jours d'ouverture, ce qui est effectivement très frustrant. Donc en attendant de rouvrir, heureusement on a une date de fin d'exposition au 19 septembre, donc on espère bien pouvoir avoir un public à rencontrer le plus vite possible. Mais en attendant, on a souhaité faire vivre l'exposition un petit peu autrement en invitant des acteurs de ces procès. Et donc aujourd'hui, on commence avec Françoise Sironi. Donc dans quelques instants, Christian Delage va l'introduire avant son intervention. Mais avant de commencer, je voulais rappeler un certain nombre de points assez techniques, même si on commence à avoir tous l'habitude des visioconférences. Pour rappeler que le principe de ce webinaire repose sur une intervention qui va durer 30-35 minutes. Pendant cette intervention, si vous voulez faire des remarques ou si vous voulez poser des questions, je vous invite à utiliser le chat qui est marqué sur le bandeau gris vertical par 2 bulles, comme 2 bulles de BD. Christian et moi-même relèverons vos remarques et questions. Et à l'issue de cette intervention, vous pourrez sinon poser en direct à Françoise Sironi les questions que vous aurez envie de lui adresser. Pendant son intervention également, je vous remercie de bien veiller à fermer votre micro pour que nous n'ayons pas de bruit parasite. L'intervention, donc l'intégralité même de cette heure de webinaire étant enregistrée afin d'être ensuite disponible sur la chaîne YouTube des Archives nationales. Et également, à partir, donc là, ça va être dans les jours qui viennent. Par contre, un petit peu avant l'été, vous pourrez aussi retrouver cette intervention sur le site de France Culture, sur sa page des conférences. Sans plus tarder, je donne la parole à Christian pour la présentation de Françoise avant son intervention. Oui, donc Martine et moi sommes très heureux d'une part d'ouvrir ce webinaire et d'autre part de recevoir Françoise aujourd'hui. Donc Françoise est psychologue, elle est maître de conférences en psychologie clinique et pathologique à l'Université Paris 8 et elle a plusieurs champs d'intérêt. Celui qui nous intéresse aujourd'hui concerne sa qualité d'expert psychologue donc près la Cour d'appel de Paris et près la Cour pénale internationale à La Haye. À ce titre, elle a participé au Cambodge au procès de Dootch, qui était le chef de S21, ce centre à la fois de torture et de mise à mort qui se trouvait à Phnom Penh. En 2010, nous nous étions retrouvés dans un colloque à New York sur la question justement des procès et de la scène du crime. Un volume en était sorti chez Routledge, dans lequel Françoise a fait une communication sur Dootch. Ensuite, en 2017, elle a publié un gros livre qui s'appelle « Comment devient-on tortionnaire ?» un livre qui a été publié à la Découverte, dans lequel elle évoque plusieurs types de criminels, pas seulement le criminel Dootch au Cambodge, mais d'autres criminels. Et au fond, elle a prolongé son expérience d'expert par une réflexion sur la psychologie des criminels contre l'humanité,
Et ce qu'il faut souligner, c'est que Françoise est à la fois donc, dans son registre d'expertise intéressée par ce qui concerne le tortionnaire dans sa psychologie avec des éléments habituels, hein, comme les manques précoces, les traumatismes ou les problèmes relationnels, mais aussi dans le fonctionnement du clivage qui permet à un criminel de se départir en deux personnalités, l'une normale, ordinaire, si je puis dire, et l'autre criminelle, sans qu'il y ait forcément de heurts entre ces deux, c'est ce que appelle donc le clivage. Mais, et c'est là que c'est important, Françoise ne sépare pas cette analyse psychologique de l'importance qu'il convient d'accorder aux facteurs géopolitiques et historiques. Alors, elle a, donc j'ai cité ces deux livres, hein, The Scene of the Mass Crime 2010 et puis Comment devient-on tortionnaire 2017. Elle a donné un long entretien dont je vais vous donner la référence à l'instant dans le chat, qui permettra, très récent cet entretien, qui vous permettra de bien connaître la manière dont Françoise a travaillé, puisqu'elle a eu beaucoup de champs, encore une fois, je l'ai dit, elle a travaillé sur la question du transgenre, par exemple, très tôt par rapport à la médiatisation de ces questions, et s'est impliquée dans plusieurs centres, dans le centre Primo Levi. Voilà, donc j'ai présenté donc Françoise, et je pense qu'elle va maintenant parler pendant 30 minutes. Bien. Merci beaucoup, Christian, pour cette présentation. Merci, Martine. Merci à vous deux pour cette invitation. Alors, à nouveau, rebonsoir tout le monde, tous les participants. Je vais aborder donc aujourd'hui la question on va se poser la question de la spécificité et du rôle de l'expertise psychologique dans les procès pour crimes contre l'humanité. Alors, je vais parler donc d'abord de ce thème dont je viens d'évoquer, et je vais également terminer, si nous avons le temps, dans cette demi-heure, par un commentaire à partir de ma place de psychologue expert à propos des archives audiovisuelles, de leur rôle, des archives audiovisuelles des procès pour crimes contre l'humanité. Alors, tout d'abord, la spécificité. Quelle est la fonction de l'expertise psychologique et existe-t-il une spécificité ? Alors, je dirais oui et non par rapport aux autres types d'expertise psychologique. Non, parce que lorsqu'on est psychologue expert, nommé par un juge d'instruction, en tout cas dans le système romano-germanique de droit français, eh bien, on fait toujours, comme d'habitude, hein, on est amené à faire une analyse, à répondre aux questions des juges et à celles-là qui nous ont été posées. On fait une analyse psychologique, on fait un diagnostic, on fait une analyse fine, une analyse psychodynamique, c'est-à-dire que l'on met en mouvement la vie psychique, on donne à voir et de manière cohérente la vie psychique en mouvement, donc la psychodynamique. Donc, c'est ce qu'on fait déjà habituellement dans toutes les expertises. Alors, les juges d'instruction font appel à nous parce que ce qu'on appelle des sachants, donc dans le droit, parce qu'ils ont aussi leurs limites, même s'ils connaissent un bon brin sur la psychologie humaine, bien évidemment, mais ils ont besoin de sachants, c'est-à-dire de personnes d'autres, qui ont un autre domaine de compétences et d'expertise pour venir les éclairer. Et c'est dans ce cadre-là qu'en tant que psychologue expert, nous intervenons donc pour éclairer le juge d'instruction à partir des questions qu'il nous pose. Alors, dans le cadre des procès pour crimes contre l'humanité, oui, l'expertise psychologique a effectivement une spécificité, une particularité, parce que sa fonction, c'est d'expliquer l'horreur, c'est finalement d'expliquer aussi l'inexplicable. Le fait que la plupart du temps, on considère comme des monstres pensés en 1945 lors du premier procès de Nuremberg, eh bien, les personnes, lorsque les camps de concentration étaient ouverts, on se disait, mais ce sont des monstres, c'est monstrueux. Il y avait du mal aussi à pouvoir penser la question de qui sont ces êtres, ce qui ont pu faire ces choses et quelle est leur psychologie, comment sont-ils arrivés à faire cela. Eh bien, soit si on se dit que ce sont des monstres, c'est-à-dire c'est monstrueux ce qu'ils ont fait, mais si on dit que ce sont des monstres, moi, j'ai rien à faire. Je vais jardiner, ils sortent de l'humanité,
tuer, et puis, et si on incrimine la pulsion de mort présente en chacun de nous, que c'est, alors là aussi, finalement, c'est de dire, mais tout le monde est capable de faire ce qu'ils ont fait, etc. Non, hein, là aussi, bien évidemment, cela ne va pas, parce que ce n'est pas vrai du tout. Hein. D'abord, du point de vue clinique, on est toujours dans des contextes particuliers dans lesquels ce type de crimes sont commis, on instrumentalise, il y a aussi, on instrumentalise des blessures de l'histoire collective, individuelle, des manques, des attentes, des ressentiments. Enfin, vous voyez, donc il y a tout cela à éclairer. Nous sommes là, l'expertise psychologique dans ces procès pour crimes contre l'humanité a pour fonction d'expliquer, effectivement, comme je le disais, d'apporter un éclairage, d'apporter des éléments de compréhension qui parfois sont des hypothèses, ce ne sont jamais non plus des certitudes, des vérités. Il y a aussi plusieurs manières de voir, de pouvoir voir, envisager les choses, mais malgré tout, nous sommes là pour apporter des éléments de compréhension. Ce n'est absolument pas l'expertise psychologique, mais certainement pas dans ce cadre-là une justification. J'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est à mon sens vraiment fondamental, hein, de bien comprendre cette distinction, expliquer, comprendre, certainement pas pour justifier, mais pour montrer aussi qu'est-ce qui s'est passé, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour qu'un humain, à un moment donné, soit sorte de l'humanité ou alors soit devenu ait été capable de déshumaniser les autres, de torturer, de tuer. Et ça, voilà véritablement notre mission. Alors nous sommes nommés aussi par des juges d'instruction pour le procès de Pascal Simbikangwa, justement, donc qui est présenté à l'exposition aux archives nationales. C'est donc le pôle crime contre l'humanité et pôle génocide et crimes contre l'humanité, donc juge d'instruction qui m'avait nommé pour faire l'expertise psychologique de Pascal Simbikangwa. En ce qui concerne le procès de Doutch, c'était le tribunal spécial Khmer Rouge. Donc, en tout cas, nous sommes donc nommés par des juges. Sur la base, nous sommes inscrits sur une liste des experts. Enfin, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais nous sommes donc assermentés, nous sommes experts. Puis aussi, alors dans ce cadre d'expertise psychologique pour dans le procès pour crime contre l'humanité, il est vrai aussi que d'une certaine manière, lorsqu'on est nommé, c'est aussi en fonction de nos compétences. Je mets un peu les choses en guillemets, mais c'est quand même une réalité aussi. C'est-à-dire, on travaille, Christian l'a rappelé aussi, on travaille, moi, d'autres collègues sur ce champ-là depuis longtemps. C'est notre champ de recherche également. Donc, il est vrai aussi que c'est en fonction aussi d'un savoir-faire, d'une expérience, tant avec des victimes de crimes contre l'humanité, de génocide, qu'avec des auteurs. Donc, c'est à ce titre-là que nous sommes aussi légitimés pour pouvoir tenter d'apporter un éclairage au juge et puis notamment venir éclairer au moment du procès lorsque nous déposons oralement nos conclusions et nous présentons l'expertise. Alors nous répondons toujours à des questions précises que les juges nous posent, notamment le juge d'instruction. Vous savez, ce type d'expertise dont je vous parle est quelque chose d'absolument unique parce que, au sens où c'est véritablement lié aussi à l'existence du juge d'instruction dans le système romano-germanique. Les expertises psychologiques et psychiatriques dans le cadre du système anglo-saxon, ce sont surtout des expertises qui sont beaucoup plus légères, qui ne vont pas à creuser, chercher, à expliquer comment on peut dire, les fonctionnements, qu'est-ce qui peut amener une personne à commettre ce type de crime, à analyser en profondeur. Ce sont des expertises où on nous demande de savoir si effectivement la personne est apte à comparaître, s'il n'y a pas de maladie particulière, s'il n'y a pas de dégénérescence, etc. Donc ça s'arrête là, c'est tout autre chose. Et c'est effectivement le système français notamment qui a beaucoup développé ce type d'expertise de manière générale et encore en plus ce type d'expertise dans le cadre des procès pour crimes contre l'humanité, hein, qui est intéressant à souligner puisque c'est quelque chose qui est absolument novateur, qui s'est peu fait. Hein, il y a encore très peu d'expertise psychologique et aussi psychiatrique dans le cadre de ce type de procès et qui effectivement sont amenés à se développer. Alors, nous répondons strictement aux questions que le juge d'instruction qui nous nomme nous pose. Je vais vous donner un exemple pour que vous voyez un petit peu la spécificité de ce type d'expertise, pour voir aussi un peu les questions qu'on peut nous poser et ce à quoi nous devons répondre, et il n'y a rien d'autre, hein, pas au-delà.
Donc, par exemple, je ne vous citerai pas l'expertise, mais juste, bon, puisque les questions sont généralement les mêmes, quelles que soient les affaires. Donc, décrire le fonctionnement psychologique du détenu, du prévenu, en précisant les aspects de sa personnalité, son degré d'intelligence, ses capacités de raisonnement et de construction intellectuelle, s'il paraît influençable ou impressionnable. Là, c'est aussi pour voir un peu le rôle de la personne dans un groupe, aussi sa place par rapport à la hiérarchie, ses capacités d'empathie, à savoir est-ce que cette personne qui est accusée, enfin qui est prévenue, pour l'instant c'est le procès qui en décidera, mais il y a ce type d'accusation, est-ce qu'elle est capable d'empathie ou pas? Donc est-ce qu'elle est capable de pouvoir penser les pensées des autres, de ressentir ce que les autres ressentent, tout en ayant une personnalité à elle, une construction, tout en ayant une identité à soi. Donc, vous voyez, c'est aussi, là, ce ne sont pas des questions qu'on nous pose habituellement, mais qui sont assez spécifiques justement à ces expertises, donc dans le cadre de procès pour crimes contre l'humanité. Puisque, évidemment, pour commettre les crimes qu'ils commettent, les criminels contre l'humanité avérés, là, je parle des recherches qui ont été faites, ma propre expérience clinique et ce que nous savons aussi de la littérature ou de première main, des témoignages, des psys ou autres. Il est évident que pour pouvoir tuer n'est pas facile. Pour pouvoir tuer, il faut être dans un certain état, une certaine disposition d'esprit. Tout va être fait pour que tuer devienne possible, pour que tuer devienne facile. Christian évoquait le clivage aussi tout à l'heure à juste titre. Effectivement, si vous n'êtes pas clivé, si le criminel, si c'est la personne qui commet un génocide, un crime contre l'humanité n'est pas compartimentée, elle ne peut pas fonctionner dans le clivage, elle garde une conscience unifiée, elle ne peut pas faire ce qu'elle fait. Elle se suicide, elle part, enfin c'est où elle devient folle, elle a recours à des toxiques peut-être pour pouvoir faire, justement pour que ce clivage reste parfaitement étanche. Et pareil pour les capacités d'empathie. Il faut devenir des empathiques, sinon on n'est pas capable de tuer avec une certaine froideur, mais on ne naît pas des empathiques, on le devient. Donc vous voyez, l'expertise psychologique, dans ce cadre-là, a aussi pour fonction de comprendre avec la personne avec qui nous entretenons, qui est généralement en détention, où il y a ce chef d'accusation, eh bien nous essayons de voir, nous déconstruisons avec elle de quelle manière elle est devenue, des empathiques, qu'est-ce qui l'a amené à participer ou à participer soit à une idéologie particulière, si elle nie les crimes ou si elle n'est pas. Enfin, la question est de savoir aussi pourquoi qu'est-ce qui l'a intéressé aussi dans cette proposition, justement, proposition djihadiste, proposition ou idéologie du type mer rouge, etc. C'est tous ces éléments que l'on va essayer de voir, quand je dis comprendre et analyser, co-construire ensemble. Donc, je reviens aux questions des juges en capacité d'empathie. Si l'examen du sujet révèle chez lui des failles, des dysfonctionnements, une psychopathologie, le cas échéant, les décrire en indiquant leurs effets éventuels sur les actions des intéressés. Deuxième question, procéder à l'analyse de son parcours de vie, donc la personne que l'on expertise dans ce cadre de ce type de procès. Procéder à l'analyse de vie en tenant compte du contexte culturel, politique et sociologique, tant à l'époque des faits qu'aujourd'hui. Et troisièmement, faire toute observation utile et dire si le détenu est capable, est réadaptable et réinsérable. Alors, c'est une question curieuse quand on sait que généralement le tarif, c'est 25 ans de prison. Si la personne s'avère être coupable de ce dont on l'accuse, c'est généralement perpétuité. Ils sont condamnés à perpétuité, mais malgré tout, c'est intéressant aussi de penser les choses en termes de devenir avec eux. Et même si au-delà du procès, il est possible qu'ils restent en détention, etc., mais de voir comment ils envisagent leur avenir aussi en termes de réparation peut-être possible au niveau collectif dans le pays dans lequel ces crimes ont été commis. Alors pour certaines personnes, je pense notamment à Douche qui disait, mais même je vais faire des visioconférences, je veux parler aux jeunes lycéens, je veux leur expliquer ce que, non pas pour se justifier, mais de dire ce
ce qu'il convient d'éviter pour ne pas se retrouver embringués comme ça dans un système meurtrier, par exemple. Donc, vous voyez, d'autres font des lettres qu'ils envisagent d'adresser. Donc, c'est important aussi de penser les choses en termes de devenir. D'autres veulent faire des lettres pour demander pardon, etc. Donc, il y a aussi cette dimension de voir. D'autres, par exemple, disent non, je ne regrette pas ce que j'ai fait, et si c'est à refaire, je le referai pour telle et telle raison. Et là, généralement, ils invoquent des raisons idéologiques, voilà, qui sont les leurs. Alors, voilà, donc pour ces questions, alors évidemment, cela suppose aussi une approche méthodologique particulière, puisque dans ce type d'expertise pour procès pour crimes contre l'humanité, nous voyons généralement les personnes en amont du procès. Nous les rencontrons généralement, je le disais, elles peuvent être en détention ou pas, elles le sont la plupart du temps, mais là, il faut prendre en compte d'autres facteurs que les simples facteurs intrapsychiques liés à la vie, les vicissitudes de leur parcours de vie, je veux dire des blessures, des traumas, comme disait Christian, des événements qui ont pu les marquer, mais il faut aussi prendre en compte les facteurs historiques, géopolitiques, culturels et politiques qui ont absolument la même place, le même poids que d'autres types d'éléments que nous avons plus l'habitude de prendre en compte en tant que psychologue, à savoir les événements intrapsychiques, la petite enfance. Et là, il y a un tout autre volet très particulier qui s'ouvre dans ce type d'expertise, c'est-à-dire voir comment cette dimension géopolitique, historique, culturelle les a marqués, qu'est-ce que cela a fait et qu'est-ce que cela leur a fait faire. Donc, du point de vue méthodologique, on travaille autour de 3 axes factoriels, je veux dire, dans ces entretiens. Hein. Alors, ce n'est pas premier entretien, tel axe, c'est une conversation que nous avons, ce sont des entretiens, mais au fil des entretiens, nous avons en tête ces 3 axes, c'est-à-dire essayer de comprendre, d'analyser avec eux comment l'histoire collective et l'histoire singulière s'est articulée en chacun d'eux. Nous sommes tous traversés par, il n'y a pas que l'inconscient freudien. L'inconscient, c'est une forme pour expliquer, c'est une fiction, il n'est pas visible dans le cerveau, c'est pour comprendre. Il y a l'inconscient freudien, mais à côté, il y a aussi un autre inconscient que je qualifierais d'inconscient géopolitique, c'est-à-dire nous sommes tous façonnés par l'histoire collective, nous sommes tous façonnés par ce qui nous arrive, les éléments politiques, géopolitiques, culturels. De quelle manière? Comment cela nous traverse? Et généralement, ce sont des dimensions, ce n'est pas toujours très conscient, hein, et notamment chez ces personnes vues en expertise. Donc, on amène à d'abord à voir comment, en chacun d'eux, s'est articulée l'histoire collective et l'histoire singulière. Deuxième axe factoriel, c'est la déconstruction avec eux de la manière dont ils sont devenus djihadistes, terroristes, ou alors intéressés par telle et telle proposition, puisque s'ils nient, par exemple, mais ils ne nient pas avoir été intéressés par, comme je veux dire, telle proposition, avoir rejoint tel groupe politique. Vous voyez, donc c'est ça qui est important, c'est de déconstruire, ça s'appelle la déconstruction, hein, de cette fabrication tortionnaire, djihadiste, bourreau. Donc, on voit aussi, il y a différentes manières, est-ce qu'il y a eu des initiations traumatiques, comment ça a été la première fois qu'ils ont tué, pour ceux, par exemple, qui parlent, qu'ils ont été sur des terrains de combat violents, etc. Pour un certain nombre, ils évoquent aussi des morts, des actions qu'ils ont pu commettre violentes. Et déconstruire, c'est ça, c'est-à-dire rechercher comment l'être humain s'est petit à petit déshumanisé, comment il est arrivé à faire ça. Donc la première fois qu'ils ont tué, qu'est-ce qui s'est passé, par exemple, et s'ils ont été formés, comment cela s'est passé. Donc, déconstruction de la fabrication tortionnaire, bourreau, etc. Et troisième point, nous regardons également, nous analysons la question de l'intentionnalité. L'intentionnalité, c'est-à-dire est-ce qu'elle est consciente ou pas, comment, hein, ils expliquaient, est-ce qu'il y a aussi, nous analysons également la question de la responsabilité individuelle et collective, comment ils se situent par rapport à ça, comment est-ce qu'ils parlent de ce qui leur est arrivé, de ce qui est arrivé à leur pays, et également, dans ce troisième axe factoriel, c'est de voir également avec eux, savoir est-ce qu'ils ont des remords, des regrets, pas du tout, comment, pourquoi, est-ce qu'il y a une culpabilité aussi ou pas par rapport à ces éléments. Donc, vous voyez qu'ils se sont passés. Donc,
c'est ce que j'ai appelé la méthode ou l'approche géopolitique clinique, parce qu'effectivement, là, il y a une spécificité, il faut les facteurs collectifs, les facteurs géopolitiques ont une place que le psychologue expert doit absolument prendre en compte et expliquer justement de quelle manière, pour tout un chacun, au cas par cas, cela s'est joué pour chaque personne. Donc, comme je disais, ils ne sont pas nés tortionnaires, ils ne sont pas nés bourreaux, ils le sont devenus. Donc, généralement, il s'agit de voir, comme je disais, de comprendre. Alors, comment procédons-nous? Ce sont des rencontres. Nous avons absolument carte blanche pour faire ce type d'expertise, c'est-à-dire les rencontres. On peut rencontrer, par exemple, Pascal Simbikangwa. Je l'ai vu 3 fois. Il était en détention. J'ai rencontré 3 fois, donc avant de rendre le rapport et avant le procès et la déposition. Dans d'autres cas, ça peut être 16 fois. C'est-à-dire le nombre de fois, le nombre de rencontres dépend aussi si nous avons suffisamment d'éléments pour répondre aux questions que nous ont posées les juges. Donc, lors de ces rencontres, on a aussi carte blanche sur la méthode. On peut utiliser des tests ou pas de tests psychologiques, des entretiens. Personnellement, alors chacun procède comme il l'entend, je n'utilise pas de tests psychologiques puisqu'il faut absolument s'assurer que les tests soient culture free, puisque généralement, nous avons, où j'ai affaire plutôt à des personnes qui viennent d'autres cultures, et là, on risque de commettre des erreurs méthodologiques si, par exemple, on fait passer des tests qui n'ont pas été étalonnés dans la culture d'origine du patient. Donc, c'est pratiquement un vice de forme méthodologique. Donc, pour ces raisons-là, ça c'en est une pour lesquelles je n'utilise pratiquement pas de tests. Et l'autre, plus importante, c'est qu'il est beaucoup plus important, me semble-t-il, d'aider une personne à, peut-être la première fois de sa vie, à pouvoir parler d'elle, de son parcours, à mener peut-être une analyse introspective, mais aussi intellectuelle, c'est-à-dire sur son parcours de vie. Qui il a été jusqu'à présent, qui elle a été, quels ont été les éléments marquants, qu'est-ce qu'il avait aussi comme ambition, comme désir. Donc, vous voyez, c'est beaucoup plus par le travail sur la construction d'une identité narrative chez des personnes qui sont habituées véritablement à agir, à être dans le recours, dans le passage à l'acte. Moi, je parle de recours à l'acte, où ce sont les armes qui parlent, où c'est la haine qui parle, où c'est le déni de l'humanité de l'autre. Donc tout ça, il est extrêmement important de mettre des mots sur les choses, et aussi pour des raisons préventives. Parce que les personnes qui ont commis, là je parle vraiment des auteurs maintenant avérés, ou alors des personnes qui ont commis qui ont fait des violences collectives, eh bien, où passe toute cette violence, où passent ces regards, ces souvenirs, ces images, on ne sort pas impunément de la participation à un génocide, bien évidemment pas quand on est victime, avec toutes les conséquences que ça implique, mais quand on est auteur également. Donc, il y a un grand risque aussi de répétition de la violence, d'où cette importance aussi, cette nécessité de faire ce travail, de mener ces expertises avec des personnes qui ont cet acte d'accusation, qui sont dans ce cadre-là, et donc parce que l'expertise psychologique, elle a aussi un rôle thérapeutique. Vous savez, ce qui est certain, c'est que ce n'est pas une thérapie, ce n'est pas une psychothérapie, pas du tout, mais elle a de manière générale une action thérapeutique, au sens où les personnes cheminent lors des différents entretiens, cheminent aussi au cours du procès, même qui viendra après. La procédure aussi a une importance, une influence sur eux. Donc, il est aussi important de voir comment, petit à petit, il peut y avoir soit une prise de conscience, soit, même si on n'est pas dans une prise de conscience, mais dans cette possibilité d'être suffisamment introspectif et pouvoir raconter, à construire ce que j'appelle cette identité narrative, pouvoir parler de soi avec des mots et non pas avec des armes ou avec de la haine. Alors au début, lors du premier entretien,
généralement, nous leur expliquons ce qui va se passer, les entretiens, etc. Nous leur disons que nous ne pouvons pas leur donner les questions que les juges nous ont posées, enfin c'est dans la procédure ainsi, mais que ce que nous allons faire, c'est effectivement examiner avec eux leur parcours de vie. Bien évidemment, je leur dis qu'il n'est pas possible de nous accorder leur confiance comme ça d'emblée, hein, tout de suite, mais que néanmoins, hein, nous espérons que ce sera le cas parce que nous allons examiner avec eux ce parcours de vie. Très rarement, je n'ai pratiquement jamais eu de refus, hein, et je crois que c'est aussi de notre responsabilité en tant qu'expert psychologue de faire en sorte qu'ils puissent comprendre aussi qu'il y a un intérêt pour eux à pouvoir parler de leur vie, de ce parcours de vie, mais qui comprend également leur histoire politique, leur histoire géopolitique, leur engagement, hein, parler de cela également et simplement, et pas simplement de papa, maman, la petite enfance, etc. Certainement pas, hein, ce sont d'autres déterminants. Donc l'expertise a aussi un volet très, très, très intellectuel, hein, finalement, de penser ensemble, de co-construire de la pensée et une compréhension avec les personnes que nous avons donc à expertiser. À la fin des entretiens, donc aujourd'hui nous allons avoir une série d'entretiens, je ne sais pas combien, mais à la fin de l'entretien, je m'engage, je leur dis au début aussi, à leur restituer les grandes lignes des points qui seront dans le rapport d'expertise. Ça, c'est vraiment une question d'éthique et de déontologie du psychologue et du psychologue expert, que ce soit bien sûr pour les victimes, mais aussi pour des personnes qui ont une accusation de ce type, crime de génocide, crime contre l'humanité. Ils vont revenir dans leur cellule, ils vont retourner, et donc, même si eux ont été dans la déshumanisation, nous ne pouvons pas l'être. Nous devons continuer à penser que nous sont des êtres humains devant nous, qui vont retourner en détention, etc., qui vont cheminer. Donc, je donne les grandes lignes de ce qui sera dans le rapport d'expertise, avec les mots, des mots compréhensibles, parce que c'est aussi, il est impossible de jargonner, hein. Vraiment, les psys, nous avons, comme dans tout savoir, on a un vocabulaire particulier avec les juristes, les psychologues, les médecins, mais ça, c'est impossible. À la fois, dans le rapport, nous utilisons un vocabulaire technique précis, mais également, il est toujours très important, que ce soit lors de la déposition ou avec les détenus, de mettre les mots, de pouvoir expliquer en mots de tous les jours ce dont il est question. Là aussi, c'est une question de déontologie. Autre question de déontologie, hein, comme je vous disais, c'est parfois la première fois aussi qu'ils parlent, qu'ils sont dans cette construction d'identité narrative. Alors, qu'en est-il du secret professionnel? Il est vrai que là, dans le cadre des expertises, le psychologue sort de l'hôpital, il sort de son champ d'activité habituelle, thérapeutique, de thérapie, et là, il va dans le champ social, hein, il va, puisqu'on est effectivement amené à apporter notre éclairage ou amener des facteurs de compréhension. Nous ne sommes pas les seuls, bien évidemment, mais on nous demande cela. Donc, nous, qu'en est-il du secret professionnel? Le secret professionnel, dans ces cas-là, bien sûr que nous le respectons. C'est-à-dire qu'il n'est pas question, dans le rapport d'expertise et après au moment de la déposition, au procès, de tout dire. Ce qui est important, c'est à nous aussi de voir, lorsque par exemple il y a des éléments très personnels qui sont évoqués, mais qui n'ont rien à voir, qui n'ont rien apporter d'essentiel pour ce dont il est question, les questions que nous devons répondre, hein, que nous ont posées les juges, eh bien nous ne les mentionnons pas. Par contre, il est impossible de ne pas mentionner, par exemple, s'il y a des aveux, hein, ou s'il y a des éléments, ce qui est très rare, mais cela peut arriver, ou s'il y a des éléments, des sorties du déni, ou par exemple des sorties aussi de la dénégation, c'est-à-dire on reconnaît un jour lors d'un entretien quelque chose, puis le lendemain on le recouvre, on dit mais non, je vous ai pas dit ça du tout. Donc tout ça, vous voyez, ça c'est des éléments qui ne peuvent pas être contenus, hein, dans le secret professionnel, puisque nous nous engageons à justement apporter un éclairage sur le fonctionnement psychique de ces personnes. Donc malgré tout, hein, le secret professionnel est maintenu, mais dans un exercice où le psychologue sort de son cabinet et participe, on pourrait dire, à une meilleure, moi je dirais, à une réparation
collective, sociale, comme c'est le rôle du procès, comme c'est le rôle aussi de montrer, de filmer les procès. Nous y contribuons, comme les juges, comme d'autres acteurs, d'une forme de réparation collective. Moi, j'ai absolument, mais pleinement conscience de participer à quelque chose de grand, hein, de beaucoup plus vaste que la personne que j'ai devant moi, qui t'a expertisé. Derrière elle, je vois toujours les victimes, je vois toujours les morts, je vois toujours. C'est comme si j'avais une vision double. Vous voyez, c'est-à-dire il y a quelque chose à laquelle nous contribuons, qui appartient à l'histoire, collective. Moi, j'entends bien crime contre l'humanité, cela concerne l'humanité tout entière. Et c'est vraiment avec un sens de responsabilité grand, que je dois aussi cette explication aux victimes aussi. C'est dans cet état d'esprit-là que je suis lorsque je fais ce type d'expertise avec des personnes donc, qui sont accusées d'avoir commis des crimes contre l'humanité ou des crimes de génocide. Quelque chose que l'on doit restituer d'un savoir, d'un fonctionnement humain qui, à un moment donné, a déraillé, même si, enfin, c'est pas une question de dérailler. Il y a des éléments qui, dans l'histoire individuelle, et collective, font qu'à un moment donné, cette proposition-là était une proposition intéressante, qui fait que j'ai obéi à des ordres parce que j'avais besoin d'être reconnue. J'étais absolument convaincue par cette proposition, par cette idéologie Khmer Rouge, par le djihadisme, etc. Donc tout ça, ce sont des choses qui s'expliquent et qui doivent complètement. Tout est absolument logique. L'être humain est un être foncièrement logique, même si il y a des énigmes. Et ces énigmes-là, nous contribuons en tant que psychologues à les résoudre. Nous y contribuons, hein, autant que faire se peut. C'est-à-dire qu'il faut trouver la bonne clé dans la bonne serrure. Il faut trouver le contexte. Il faut donner un contexte au texte. Voilà ce que j'appelle donc comprendre, et qui n'est assurément pas justifié. Alors je vois dans les quelques minutes qui me restent, je voudrais dire aussi que concernant ce type de procès, il est à un moment donné, donc nous sommes amenés à déposer, hein, à la barre, où nous faisons une synthèse du rapport qui a été remis au juge d'instruction, qui lui-même se charge de le distribuer à l'ensemble des parties. Mais dans les procès de type romano-germanique, l'expert, enfin tout se fait par oral, hein, donc les jurés, eux, n'ont pas le rapport d'expertise. Donc ça, c'est aussi très important. Hein, nous devons répondre à l'ensemble des questions. Et là aussi, j'insiste beaucoup aussi sur nous contribuons à apporter, je veux dire, un éclairage en dehors de nos cabinets, à partir de ce que nous comprenons de ce fonctionnement collectif et individuel des personnes. Et donc, il s'agit bien évidemment de ne pas d'être le plus clair possible. Alors, pour terminer, hein, d'un mot, je pense qu'après, il y a peut-être plein de choses que j'aurais pu dire, mais on en parlera, hein, où je répondrai à vos questions. Alors effectivement, comme je suis intervenue dans 2 procès qui ont été filmés, donc que dire des archives audiovisuelles, filmer les procès, la fonction des images de mon point de vue, hein. Vraiment, il me semble que les films et les procès, c'est véritablement, pour moi, c'est un outil clinique. Un outil clinique, c'est également je voudrais aussi parler de l'impact sociothérapeutique et aussi de l'importance primordiale que le fait de filmer, hein, les procès ont pour la recherche. Premier point, donc pour conclure, un outil clinique parce que la caméra donne absolument accès aux manifestations inconscientes des prévenus, des personnes qui sont mises en accusation. On l'a vu avec le procès de Nuremberg, lorsqu'il y a eu ces projections des images des camps de concentration. Vous avez peut-être cela en tête. On a vu le déni, la dénégation, on a vu l'arrogance, la pathologie narcissique de Göring. Tout cela est absolument fondamental. Le visuel de montrer, de donner à voir. Et c'est pour ça que je dis que c'est un outil clinique, parce que ça apporte cet éclairage supplémentaire
là je parle en tant que pour le psychologue. Outil clinique aussi parce que il arrive très souvent, par exemple, que les juges nous demandent d'analyser des images, les images des reconstitutions. Donc, si les reconstitutions ne sont pas filmées, c'était le cas à S21, par exemple, c'est une question très explicite ou voilà, de travailler sur ces images de reconstitution. Et aussi, on nous demande aussi parfois, ça a été le cas là aussi encore une fois à Phnom Penh, de voir l'évolution psychologique et l'impact du procès sur la psychologie de Dootch. Donc là aussi, c'est très important, c'était les images. Hein, il y avait le verbatim, mais il y avait aussi l'ensemble, la scène du procès. Et là, c'était incontournable. Les images étaient incontournables. Donc les images sont un outil clinique. Et aussi, je regarde l'heure encore une petite minute, il y a aussi des faits étranges et insolites qui apparaissent. Par exemple, vous voyez que ce soit Pascal, je pense par exemple à Pascal Simbikangwa, mais c'était le cas également pour Dootch. Alors, parler des faits, les faire revivre. Hein, on a souvent des conduites de mimétisme, c'est-à-dire à un certain moment, ils se remettent exactement dans l'état d'esprit dans lequel ils étaient. Ils parlent comme à l'époque des faits, ils parlent avec véhémence, ils parlent au présent, ils emploient ils emploient je. On a l'impression qu'ils sont de nouveau. Dootch était de nouveau à S21 à certains moments, et Pascal Simbikangwa était de nouveau au Rwanda à certains moments. Hein, vous voyez, donc ça aussi, c'est quelque chose qui est étrange et que l'image montre, hein, et sans image, et peut-être aussi parce que c'est filmé, et qu'il y a cette conscience, même si ce n'est pas forcément toujours très conscient, eh bien les personnes se mettent en scène. La caméra peut aussi amener cet effet-là, qui est un effet justement où le clivage dont parlait Christian n'est peut-être plus tout à fait fonctionnel, ou lorsqu'on parle tellement, on évoque tellement le passé, eh bien, par moments, de manière fugace, ils y sont remis. Et aujourd'hui, 35 ans après, je pense au procès de Dootch, c'était 35 ans après les faits, eh bien, par moments, il se comportait exactement tel qu'il était au moment du procès. Et ça, il faut bien des images pour pouvoir le montrer aussi. Et là, c'est absolument probant. Deuxième point, rôle sociothérapique aussi des images, parce que filmer, montrer, cela fait sauter les verrous de la peur intériorisée et des peurs qui sont très durables, Il a fallu 35 ans pour que ce procès Khmer Rouge puisse avoir lieu. Les personnes avaient peur, mais à partir du moment où elles ont vu, c'était filmé, le procès était en direct partout, sur tous les écrans. À partir du moment où ils ont vu, il y a eu des images, donc ça a fait parler les personnes. C'est pour ça que je parle de sociothérapie, ce rôle sociothérapique de ces archives audiovisuelles des images. Eh bien, les gens ont pu parler, les générations se sont parlé, ce qui n'était pas le cas avant. Et les gens regardaient. Au début, ils avaient peur. Hein, ils regardaient le procès un peu partout. D'abord, ils disaient « Non, non, moi, ça ne m'intéresse pas, je ne regarde pas ». Après, il y a eu la colère. « Ah, ça coûte trop cher, pourquoi on fait ça ?» Et ensuite, dans un troisième temps, une fois que tout ce mécanisme psychologique s'est mis en place, a été traversé, eh bien là, ils ont regardé, ils ont eu moins peur, ils ont aussi compris que c'était la fin, hein, de l'impunité. Mais s'il n'y avait pas ces images, et moi je les ai vues à Phnom Penh partout dans les hôtels, etc., on voyait ces images des procès qui étaient filmés en direct, et ça, je crois que c'est aussi une dimension importante d'avoir en direct, mais si ça ne l'est pas, mais en tout cas ça existe. Et ça peut être consulté. Et troisième point, alors juste un dernier point aussi sur le rôle sociothérapique des images. Ça a été très souvent, ça a été souvent le cas, il ne parlait pas qu'une fois, qu'au procès, au tribunal spécial Khmer Rouge, des familles se sont retrouvées grâce aux images. Puisque le procès était retranscrit, on a vu, les personnes étaient disparues. Par exemple, vous voyez certains témoins qui étaient entendus. Eh bien, ils ne savaient même plus que 35 ans après, quelqu'un de leur famille existait dans tel et tel village. Et les gens téléphonaient au tribunal et ont dit « J'ai vu, je l'ai reconnu, c'est lui, on s'était perdu de vue, je croyais qu'il était mort, etc. » Donc, il y a aussi cette fonction-là de l'image. Et dernier point, concernant la recherche, alors ça me paraît absolument fondamental et évident, hein, comme les images peuvent permettre d'amener du matériau, moi je parle de matériau clinique, hein, de première main,
hein, qui vont aider les chercheurs, que ce soit en psychologie, des historiens, des sociologues et des juristes. Donc, voilà ce que je voulais vous dire aussi terminer sur ce point par rapport au rôle des images dans ce type de procès. Voilà. Ben, écoutez, j'ai terminé, j'ai un peu débordé par rapport au temps. Je suis désolée, mais voilà. Merci beaucoup Françoise. Non, c'était très bien. Au contraire, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous expliquer, voilà, finement le travail que tu entreprends, puis comment effectivement tu juges cette approche très particulière qui est la tienne et en plus en mettant ça en perspective par rapport à ce que sont voilà, c'est cette production audiovisuelle qui a accompagné notamment deux des procès dont tu as parlé et sur lesquels tu as fait une expertise donc psychologique. Alors moi, je vais pas tenir la parole. Alors, avant peut-être de donner la parole en direct, on a déjà une question de Béatrice Hérold, qui est directrice de l'appui scientifique aux Archives nationales, qui pose une question sur le direct. En France, donc, il n'y a pas de direct pour protéger la sérénité des débats. C'était effectivement ainsi que Robert Badinter l'avait voulu dans la loi initiale donc de janvier 1985 et dont on est encore l'héritier direct dans la façon dont sont conçues les archives audiovisuelles de la justice encore aujourd'hui, en tout cas encore jusqu'au dernier procès des attentats terroristes de 2015, de janvier 2015, qui s'est déroulé à la fin de l'année. Qu'en pensez-vous voilà, de cet aspect de ne pas faire de direct pour protéger donc, la sérénité des débats? Argument de Robert Badinter. Eh bien, curieusement, je pense aussi que le monde a changé. Je pense, j'ai un très grand respect pour Robert Badinter. Je pense aussi qu'il faut peut-être le situer, le contextualiser aussi, ce qu'il a dit. Bon, moi, j'ai plutôt l'impression que nous sommes dans un monde d'images. J'ai vraiment l'impression aussi que beaucoup de choses passent par l'image, par le visuel. Et il y a très sincèrement, alors je parle véritablement de mon point de vue en tant que psychologue, qu'expert psychologue, j'ai plutôt l'impression que il me semble que ça n'entame en rien la sérénité d'un procès, hein, même si les images sont en direct de mon point de vue. À partir du moment où on oublie très vite, quand on est filmé, un procès filmé, alors on oublie très vite la caméra, même si elle a quand même une présence. Et puis, bien évidemment, je pense aussi que c'est une question primordiale. Qui sont ceux qui filment, hein? Il y a aussi toute une déontologie, il y a toute une intelligence aussi de la manière de s'y prendre, faire en sorte qu'on oublie. Moi, j'ai vraiment pas l'impression qu'au jour d'aujourd'hui, que cela entame en quoi que ce soit la sérénité du débat. En tout cas, pour moi aussi, pour avoir déposé des procès qui ont été filmés, ça n'a eu aucune différence. Au contraire, ça a simplement accru la grande responsabilité collective que nous avons de participer à ce à quoi nous participons collectivement. Ça oui, hein, effectivement. Je dirais donc que c'est plus un accroissement de cette conscience de devoir être vraiment d'être la conscience de ce que nous faisons. Voilà. À cette question, Françoise, est souvent associée une autre question qui serait celle de la présomption d'innocence. Certains disent que si on montre les images en direct, ça va atteindre ce principe. Qu'est-ce que tu en penses? Certes, il faudrait peut-être effectivement peut-être plus en parler à un juriste, mais je pense que les avocats expliquent très bien aussi le principe du procès.
Hein, donc, c'est évident que cela peut entamer, mais ça entame aussi les victimes. Tout le monde est impacté, hein, on va dire, par la scène judiciaire, par la scène du procès. Hein, c'est une évidence. Alors, c'est pour ça aussi que il y a aussi, là maintenant, c'est bien mis en place, il y a un accompagnement psychologique qui est proposé, que ce soit aux personnes qui sont mises en accusation ou les personnes qui sont les personnes qui témoignent, qui ont aussi très très peur de témoigner, ou alors elles sont absolument, ça les met dans un état psychologique particulier, mais également les victimes et les personnes qui assistent au procès. Donc je pense que là aussi on a avancé et on a mis en place des éléments qui permettent justement de pallier à ce que tu disais, Christian. Et justement, par rapport à cette parole des témoins, et là c'est de nouveau Béatrice Hérold, voilà, qui pose cette question qui me paraît importante, c'est-à-dire que pour le témoin, est-ce qu'il ne va pas y avoir une incidence plus forte sur sa parole s'il sait qu'il est filmé? Peut-être que justement il ne va pas oser dire certaines choses. Donc ça, c'était le premier point. Et moi, j'aimerais rajouter aussi un autre élément, parce que ça, c'est les magistrats aussi qui disent beaucoup ça. C'est le fait, finalement, que si on filme en direct, on soumet la parole judiciaire à l'opinion. Et donc, l'opinion devient maître de cette parole. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Mais effectivement, enfin, je pense qu'effectivement, la question est en débat, hein, mérite d'être. J'aurais vraiment beaucoup de mal à dire c'est tel aspect ou parce que ce que je pense. Alors effectivement, il peut y avoir des personnes peuvent aussi demander. Je crois que ça s'est vu aussi dans le procès auquel j'ai participé. Ils peuvent ne pas être demandent à ne pas être entendus. Et ne pas être filmés, peuvent être entendus à huis clos, à être, comment on appelle ça, enfin, être anonymisés. Hein, donc, je crois qu'à partir du moment, je ne sais pas si on dit anonymisé, mais enfin, je vois Christian qui réagit, mais pardon? Oui, voilà, c'est ça. Merci beaucoup pour le vocabulaire technique. Voilà, c'est ça. Il y a des procédés, c'est-à-dire on fait avec, hein, et puis on met en place des éléments pour qu'effectivement, hein, elles ne soient pas mises en danger et puis se sentent. Mais effectivement, et là aussi, vous voyez, ça se prépare un procès et ça se prépare de toutes les manières. Alors, bien sûr que les avocats y contribuent, mais je crois que tous ces éléments-là doivent absolument être parlés en amont et voir comment tout le monde se situe par rapport à cela. Il y a des personnes qui témoignent et qui, au contraire, se sentent porteuses de la voix des morts, porteuses de la voix de tous ceux qui ne peuvent plus parler et se sentent porte-parole. Ils disent « je parle, je dis moi, je dis je », mais nous sommes des milliers à être là. Donc, il y a aussi un autre aspect qui est, même s'il y a de l'émotion, s'il y a des médias, cette conscience qu'effectivement la parole est portée. Alors effectivement, la sérénité, comment l'impact dans le public, mais c'est vrai que c'est un début aussi. Enfin, on est quand même dans quelque chose d'innovant malgré tout. Hein, donc, je pense aussi beaucoup qu'il y a un processus qui peut se mettre en place, learning by doing, et il y a on apprendra aussi de la pratique de ces procès filmés, de ces procès filmés et qui sont en direct. Mais bon, enfin voilà, j'ai pas véritablement, je dis, je suis plutôt, je vois le pour et le contre, mais je crois que c'est important, en tout cas, d'avoir une très très bonne réflexion et au cas par cas, peut-être aussi en fonction des procès, me semble-t-il. Très bien, merci beaucoup Françoise. Est-ce que quelqu'un veut poser une question, soit en direct, soit en prenant la parole dans le chat? Alors là, on a une grande réaction et il y a des questions aussi. Alors Alexis, donc je lis, actuellement le public n'a pas d'image, sinon une apparition périphérique semblable à de la figuration. Or, sa composition évolutive n'aurait-elle pas de l'intérêt
Pendant le procès des attentats, on a vu le père d'une victime de l'attentat à l'Hypercacher venir chaque jour car il se sentait concerné par toute l'affaire. Face aux documents, que vous intéresse-t-il de voir? Simple photographie quotidienne du public, plan recueillant les réactions de celui-ci. Alors, je ne suis pas complètement sûre de comprendre la demande. C'est dense, comme il y a beaucoup de choses. Voilà, c'est très dense. Oui. Alexis, si vous voulez prendre la parole en direct, peut-être que vous pourrez mieux synthétiser la question que vous voulez poser à Françoise. Oui, bien sûr. Vous parliez de l'intérêt de l'image pour, comment dire, analyser peut-être le comportement des protagonistes du procès. Actuellement, il n'y a pas d'image du public et je voulais savoir s'il y en avait une. Quelle serait cette image qui vous intéresserait? Est-ce que ce serait juste des photographies? Ce que j'appelle des photographies, c'est des plans de loin, juste pour voir la composition du public au jour le jour, ou bien des plans plus rapprochés qui montreraient les individus dans le public? Mais plus largement, qu'est-ce qui vous intéresserait à ce niveau-là, vis-à-vis du public? Alors, je vous remercie pour votre question. Je souris parce qu'effectivement, sincèrement, je vous avoue très sincèrement, je me suis jamais posé la question. Enfin, elle me paraît, je vais y réfléchir, je vous promets, parce que qu'est-ce qui m'intéresse? Vous voulez dire en tant que psychologue, ou en tant que personne, ou lorsque je suis amenée à déposer, enfin, dans quel cadre vous pensez? Parce que en tant que psychologue qui consulterait le document d'archives, puisque vous parliez de l'instrument qu'il serait pour les psychologues et les chercheurs. D'accord. Alors peut-être qu'effectivement, s'il y avait dans le public, ça serait peut-être moi je verrais plutôt des réactions, j'aurais plutôt des réactions générales, comme si une image, si avec l'image, on pouvait restaurer un climat général. Est-ce que l'image est capable de faire ça? De restaurer ça, peut-être avec des gros plans aussi, mais quel est l'impact? Et ce qui m'intéresserait sur le public, et puis aussi s'il y avait analysé, alors effectivement un procès, et d'avoir ces images-là, c'est de voir aussi comment, à ce moment-là, comment les réactions du procès, qui existent toujours, filmées ou pas filmées, agissent effectivement sur l'ensemble de la tenue d'un procès. Alors, de toute façon, il y a un président qui mène le procès. Il y a je veux dire, le procès, pour moi, le procès est quelque chose de public. C'est quelque chose qui appartient à l'ensemble des citoyens. C'est en ce sens-là que, vous voyez, moi, j'ai aucune, enfin, l'image ne me pose aucun problème. Peut-être aussi parce que je suis certaine, je ne vais pas généraliser, je n'ai pas travaillé en tant que chercheuse sur ces questions, sur l'image, sur les images d'archives, sur quand ou ne pas Mais sincèrement, je serais vraiment, là c'est un commentaire que je fais. Mais par contre, je peux témoigner d'une chose, et ça pour l'avoir vu. Là, je prends ce qui s'est passé à Phnom Penh, les procès des plus hauts dirigeants Khmer Rouge. Eh bien, là, oui, je peux vous dire que ça a eu un impact véritablement d'habituation, d'abord d'habituation, de dire oui, c'est possible. Non, l'impunité est finie. Enfin, oui, l'impunité est finie. Bien sûr qu'on peut traduire, c'est vrai, c'est possible. Il y a des personnes qui ne croyaient même pas que ce soit possible d'avoir en chair et en os, Doutch, par exemple, de le voir. Donc, il y a aussi ce côté du monstre, qui petit à petit peut le rester. On peut penser comme ça, mais aussi on voit l'histoire du pays. Il a à se justifier de ce qu'il a fait. Il a à en rendre des comptes dans un cadre donné. Et tout ça est montré à voir, et tout ça fait une certaine habituation aussi, et contribue aussi à la fin de l'impunité, de la peur, de dépression collective aussi qui existait, puisqu'il y a vraiment eu les gens ont vraiment une évolution psychologique ou socio-psychologique très importante dans le pays, et je pense que les images y ont beaucoup contribué.
Merci Françoise. Merci. Alors Christian, tu posais une question dans le chat, tu veux peut-être la poser oralement. Oui, Françoise, je voulais savoir si le rapport d'expertise psychologique sert au juge pour rédiger le parcours de vie. Il peut, oui, effectivement, dans certains cas. D'abord, le juge fait lui-même enfin, il a aussi, il y a les interrogatoires, etc. Il y a des éléments des éléments qui peuvent être issus du parcours de vie, mais uniquement uniquement, je dirais, dans les éléments descriptifs. Hein, lorsqu'il présente, notamment au début du procès, enfin la personnalité, etc. Parce que dans les expertises psychologiques, quand je parle de parcours de vie, on articule l'histoire individuelle et l'histoire collective, on est déjà dans une explication, on est déjà dans un apport d'éléments de compréhension, on restitue une histoire articulée, on restitue un parcours très dynamique, enfin un parcours dynamique quoi, de la vie de quelqu'un, avec des éléments conscients, inconscients qui apparaissent. Alors là, on est déjà dans l'analyse, hein, qui appartient au psychologue. Donc je dirais que pour les éléments qui sont vraiment descriptifs de son histoire de vie, là les juges peuvent le reprendre. Après, il y a aussi d'autres personnes qu'on appelle des enquêteurs de personnalité. Hein, le mot est un peu un mot bizarre. Ça veut dire aussi qu'il y a des personnes qui vont faire. Alors on les trouve beaucoup moins présents dans les procès pour crimes contre l'humanité, crimes de génocide, mais ce sont des personnes qui vont recueillir des faits, des éléments de vie sur la fratrie, sur la profession, le salaire, etc. Et donc ce sont ces éléments-là. De ces éléments-là, le juge se sert, mais ils sont beaucoup moins présents pour des raisons facilement identifiables aussi. Il s'agit dans les procès, dans ce type de procès de génocide. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y aurait une dernière question, comme le temps avance? Donc peut-être une toute dernière de ma part, voilà, avant de conclure. On a une autre question. Attendez. D'abord de Louise Testoferi. Pensez-vous que l'aspect psychologique des acteurs du procès doit être encore plus développé qu'il ne l'est actuellement dans les procès? Dans les procès, c'est ça? J'ai bien compris? Oui, oui. Qu'il ne l'est actuellement dans les procès. C'est ça. Eh bien, non, je ne pense pas plus. Je pense qu'effectivement, lorsque chacun, comme les magistrats ont leur rôle à jouer, les avocats ont leur rôle à jouer, lorsqu'une expertise psychologique est bien menée, eh bien, je vois pas, il n'y a pas de nécessité d'en faire davantage. Enfin, je vois pas ce qu'on pourrait amener de plus, sachant que il y a des expertises psychiatriques, des expertises psychologiques, parfois il peut y avoir des contre-expertises aussi lorsque, à un moment donné, une des parties estime qu'elle aimerait avoir l'avis d'un autre expert, puisqu'il y a aussi tout procès, enfin la place du contradictoire est tout à fait habituelle, et pour les expertises psychologiques aussi. Donc je pense que, à mon avis, non. Alors si c'est la prise en compte des éléments psychologiques concernant je sais pas, le parcours de vie de quelqu'un qui est accusé, par exemple, eh bien, là, je pense que les détails, il n'y a pas que… Nous avons à dire ce que nous avons à dire, mais pas plus. Hein, je veux dire, et puis tout n'est pas… Il ne faut pas non plus donner plus de place que ça. Je crois que vraiment, quand une expertise est bien faite, c'est-à-dire on restitue, comme je vous disais, notamment dans ces procès, ce qui a fait que telle personne s'est retrouvée engagée, je dis souvent, à trouver cette proposition intéressante, hein, s'est retrouvée comment dire, qu'est-ce qui dans sa vie a fait que elle a été amenée petit à petit à oublier l'humanité de l'autre, sa propre humanité, et à se transformer en bourreau, en tortionnaire, parce que comme je l'ai dit,
personne ne naît comme ça. Douch était un garçon décrit comme étant jeune, très jeune, comme étant timide, comme étant gentil jusqu'à l'adolescence, jeune adulte. Il était professeur de mathématiques, etc. Et puis tout d'un coup, on voit apparaître une autre personne, mais c'est pas tout d'un coup. Hein, c'est des mécanismes qui se mettent en place, ou alors on forme, il existe des formations de tortionnaires, des dispositifs particuliers où on amène des personnes à commettre ce qu'elles commettent. Mais voilà ce que j'aurais à dire pour répondre à cette question. Merci beaucoup. Christian, tu veux dire un mot de conclusion? Bah, écoute, oui, enfin, je pense que tout le monde est très intéressé par ce que nous dit Françoise, parce que c'est un contexte vraiment très particulier, ce qu'elle fait. Et sur ce clivage qu'elle a évoqué, sur la question de la déshumanisation qui permet d'une certaine manière au criminel de faire son acte, on ne peut qu'avoir une pensée aujourd'hui pour les deux jeunes couples d'adolescents qui a tué l'une de leurs collègues. Et le rapport du procureur explique qu'ils étaient complètement froids dans un premier temps par rapport à ce crime, et que là, j'ai lu tout à l'heure que maintenant, ils en prennent conscience et que ça devient terrible pour eux. Enfin, il y a quelque chose là ce clivage là, vraiment, je crois qu'on le voit. Je ne sais pas ce que tu en penses. Tu me posais une question, Christian, c'est ça? Oui, j'évoquais juste ce rapprochement entre ce que tu disais sur le clivage et cette affaire qui s'est produite. Oui, tu as raison. Effectivement, il y aurait beaucoup à dire, mais je sais que le temps passe et nous devons conclure, mais c'est une question extrêmement importante que tu ouvres là. Effectivement, parfois il y a des gros risques justement à sortir du clivage, de la désempathie, et qu'effectivement, lorsque le procès ou les prises de conscience en arrivent à cela, eh bien, il y a, ça s'est vu chez beaucoup de personnes détenues à un moment donné, eh bien, il y a des risques de mort, même il y a des risques de suicide, des risques de mort par maladie, quand effectivement il y a une conscience totale des actes qui ont été commis. Donc du coup, peut-on sortir de la désempathie lorsqu'on est devenu? Oui, mais c'est parfois très risqué, et on a l'impression que même inconsciemment, les personnes le savent lorsqu'elles s'enferment dans leur déni ou dans un comportement négationniste, parce que voir la réalité en face, c'est aussi se réhumaniser, et c'est quelque chose qui est absolument difficile à faire pour elles aussi. C'est pour ça qu'il y a aussi des accompagnements psychologiques nécessaires, au-delà de l'expertise psychologique dans ce cas-là. Merci beaucoup. Il me reste effectivement à vous terminer cette séance, puisque voilà, le temps a avancé et que il nous faut voilà, nous quitter. Donc, par contre, je vous donne rendez-vous dès le 23 mars pour la séance suivante, où nous allons inviter d'autres acteurs qui sont les parties civiles, en la personne d'Afrosa et Alain Gauthier, qui sont les cofondateurs du comité des parties civiles pour le Rwanda. Donc, ça sera un autre point de vue, ce sera des procès vus d'un autre angle, avec toujours cette attention, cette interrogation sur ce que représente d'être partie civile, là pour le coup, dans des procès qui ont été filmés. Donc, j'espère vous y retrouver. Je vous enverrai effectivement l'adresse de la salle virtuelle. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup François Sironi d'avoir accepté d'être présent et de votre intervention très très riche. Merci aussi Christian pour la co-animation. Et merci à vous tous voilà, de votre attention, de vos questions. Et je vous souhaite donc une excellente soirée. Merci, à toi aussi, à vous tous. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.